On est là pour notre dernière table ronde qui est donc consacrée à la représentation du 11 septembre et plus tard de la guerre contre le terrorisme, contre la terreur dans le cinéma et dans les médias. Un sujet très important. Et pour en parler ce soir, je reçois Sarah Grira. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste à Orient 21 et vous avez publié hier un article sur lequel on va revenir sur justement le traitement médiatique français, plus particulièrement sur le 11 septembre et sur la guerre contre le terrorisme. Et à ma droite, Rafik Djoumi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes critique cinéma et essayiste et on peut vous retrouver ici à Hors-Série puisque vous co-animez avec Louisa Yousfi le programme Dans le Mythe donc pour Hors-Série, spécialiste de cinéma. On va bien en parler ce soir. Je vais poser la même question, désolé, je vais reposer la même question que j'ai posée à tous mes autres invités, sur justement, en fin de compte, ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 et quelle impression, quelle interprétation vous en avez eu à chaud et voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé à chaud, quelle réaction vous en avez eu à ce moment-là, quoi. La réaction, moi, déjà, ça ne nous rajeunit pas, ça fait 20 ans. Moi, à l'époque, j'étais au lycée. Donc, j'apprends ça. Donc, j'étais tout de suite en mode, suivre ce qui se passe, télé, radio, etc. Et ce qui est anecdotique, c'est que ce souvenir, en fait, du 11 septembre était un peu le point de départ, justement, de l'article que j'ai publié hier. C'est-à-dire que dans les jours qui ont suivi, j'étais à Tunis. Je suivais donc ce qui se passait à la fois sur Al Jazeera, parce que c'était la seule chaîne d'information à l'époque, pan-arabe à l'époque, et que tout le monde regardait si on voulait de l'information en arabe de qualité. Et puis, il y avait donc je suivais aussi les chaînes françaises. Et en fait, j'avais vraiment l'impression d'être dans deux mondes parallèles, en fait. On dirait qu'on ne parlait pas de la même chose. C'était deux réalités parallèles. Et c'est à partir vraiment de ce souvenir que j'ai que je suis replongée dans les archives, justement, de l'époque qui m'ont confirmé, justement, ce souvenir que j'avais il y a toute cette construction de nord-sud, de guerre contre les civilisations, choc des civilisations, il y a une civilisation judéo-chrétienne à côté, une civilisation musulmane ou arabo-musulmane, je ne sais pas exactement comment on l'appelle de l'autre. Elle était médiatiquement, elle était clairement instituée, en fait. Est-ce que vous parlerez d'une guerre d'images entre les images qui étaient renvoyées justement par les chaînes occidentales et ce que filmait sur le terrain, par exemple, Al Jazeera? Je ne sais pas à quel point on peut parler d'une guerre d'images parce qu'ils ne sont pas censés s'adresser au même public. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir en tout cas un narratif alternatif. C'est la première fois que si on prend l'exemple, par exemple, de la guerre du Golfe, à l'époque, il n'y avait que CNN en fait qui en parlait, qui se faisait quasiment le porte-parole de l'armée américaine. Et là, il y a une guerre au Proche-Orient, une intervention américaine, donc on parle surtout de l'après-11 septembre. Et là, il y a pas, le monde occidental n'a pas l'exclusivité du narratif. Il y a un autre narratif qui est possible. Et ce qui est intéressant, c'est que ce narratif arabe devient un sujet en soi. Donc les chaînes françaises vont faire des sujets sur Al Jazeera. L'intégrité journalistique des reporters, des journalistes d'Al Jazeera va être très questionnée. Et elle est questionnable, hein. On n'est pas non plus dans une couverture parfaite de l'autre côté. Mais c'est intéressant ce côté vraiment de se poser la question, les Arabes peuvent-ils parler, quoi. C'est pour une fois que il y a un autre narratif qui est proposé, il est tout de suite remis en question, jusqu'à entendre des phrases du style des correspondants donc de France 2 ou de TF1 qui affirmaient, parce que eux ils suivaient l'Alliance du Nord en fait dans son avancée vers Kaboul, et ils affirmaient il n'y a pas de journaliste, il n'y a aucun journaliste étranger sur place, donc aucun journaliste étranger à Kaboul, alors qu'il y avait le correspondant d'Al Jazeera sur Kaboul qui n'est pas afghan. Donc de fait, c'est un correspondant étranger. Et qui n'était peut-être pas digne d'avoir le terme de Visiblement journaliste. Pas, oui. Rafik Djoumi, quelle impression, quelle interprétation vous en avez fait à chaud? L'interprétation à chaud, elle s'est faite tout simplement par
parle de téléphone puisque moi je travaillais à l'époque pour 2 revues de cinéma populaire qui étaient Mad Movies pour le cinéma fantastique et Impact pour le cinéma d'action. On a découvert avec mes collègues les images sur Internet à l'époque et très vite le téléphone de la rédaction n'a plus arrêté de sonner parce que toutes les rédactions parisiennes nous appelaient pour savoir dans quel film on avait vu ça. Donc le caractère outrancièrement cinégénique de l'événement, il s'est d'emblée imposé comme étant une problématique, on va dire, avec laquelle on va devoir composer. Donc ils appelaient tous parce qu'ils avaient la sensation très vive d'avoir vu très exactement ça dans des films d'action américains. Et ce qui était intéressant, c'est que les réponses qu'on leur donnait par rapport à leurs recherches ne leur convenaient pas. Puisque le premier film qui vient à l'esprit lorsqu'on parle d'un avion qui fonce dans une tour américaine, c'est un vieux film fantastique des années 70 qui s'appelle La Grande Menace, The Medusa Touch, dans lequel on a littéralement cette image-là. Et bien que la scène se voulait à l'époque spectaculaire, en réalité, la sensation provoquée par la scène ne correspondait pas à la sensation qu'ils avaient vécue en voyant ces avions s'écraser. Et donc ça, c'était intéressant, parce qu'il y avait un conflit, en fait, entre un souvenir fantasmé du cinéma d'action hollywoodien et ce film qui se déroulait en direct sous nos yeux. Il y a presque quelque chose de prophétique, vous en parlez oui, sur ce que fait le cinéma avant le 11 septembre, oui. Et sur sa manière presque de en fait, voilà, préparer. Tout à fait. Je ne sais pas si on peut voir vite fait l'accident de la Grande Menace pour justement constater que ça n'est... C'est littéralement ça, mais ça n'est pas le 11 septembre. Je crois qu'on avait l'extrait quelque part. Voilà, donc je remets en... Voilà, Richard Burton a des pouvoirs télékinésiques qui lui permettent de faire ce qu'il veut. Et il va, pour démontrer son pouvoir, créer un accident gigantesque. You've got full power, Captain. Stop responding! Give me flash 10! Flash 10! They're not moving! It's all gone haywire here. Comment est-ce que vous... Oui, allez-y. Ouais, et c'est intéressant parce qu'en fait, en les renvoyant à ce film-là, ils étaient donc vraiment pas convaincus. C'était pas ce qu'ils recherchaient. Et certains d'entre eux nous disaient non, mais ça doit être un film avec Bruce Willis, etc. Et là, on leur expliquait alors oui, il y a bien un film avec Bruce Willis qui se passe à New York et où il y a des attentats, mais on n'a pas d'avion qui rentre dans une tour. Et ce film, c'est un film de 95 qui s'appelle Die Hard with a Vengeance, le troisième de la saga. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce que le film met en scène, plus que les attentats eux-mêmes, c'est le public, c'est la foule, c'est comment les gens réagissent à ces attentats. À l'époque de sa sortie, le film était remarquable, entre autres, par son utilisation de ce qu'on appelle le prix sur le vif. Hein. C'est-à-dire, on prend les meilleurs caméramans du monde et on les oblige à filmer des scènes dans un chaos total, en les bougeant, pour qu'il y ait l'impression qu'on se concentre sur quelque chose, mais on a du mal à avoir le regard fixé dessus. Et c'est en fait très exactement ce que les caméras à l'époque étaient en train d'essayer de capturer dans les rues de New York. Et les réactions des gens couverts de cendres, etc., en fait, renvoyaient
aux images de Die On Hard. va regarder, on a un Ouais. extrait, si vous pouvez l'envoyer de Die Hard, s'il vous plaît. Trust me, guys. Duck. Et là, on retrouve plus ce sentiment en fait qu'on a. Mais c'est vraiment dans le travail avec la figuration, la façon avec laquelle les gens voilà, sont perdus, savent pas où. Voilà. Parce que ça fait partie aussi des images qui ont marqué. Il n'y a pas que, bien sûr, les explosions. Il y a aussi l'hébétude des victimes et surtout. Quartier d'affaires oblige, ces gens qui étaient dans des sur leur 31 qui tout d'un coup sont couverts par ces débris. Mais est-ce que ces films prophétiques où on voit ces catastrophes qui arrivent, est-ce que ça ne dit pas quelque chose aussi sur une forme de conscience de la part d'Hollywood aussi, du danger qui pèse sur les États-Unis et du danger imminent qu'il peut y avoir au vu du rejet dans le monde. Est-ce qu'il n'y a pas justement en fait une manière de dire que le danger justement est là, quoi? Alors Hollywood ne fait pas de films que pour les Américains. Ils font des films qui ont une vocation internationale. Donc en fait, comme c'est une machine, on va dire, à travailler les émotions, ils doivent travailler les émotions de gens qui ne sont pas aussi des Américains. Le succès d'ailleurs de Die Hard 3, c'est un film qui a plus marché à l'étranger qu'il n'a marché aux États-Unis. Pourquoi ? Pourquoi? Bonne question, mais entre autres parce que c'était un problème de distribution. Il n'y avait pas un gros studio derrière pour le soutenir comme ils le font d'habitude. C'est une production entre guillemets semi-indépendante, mais comment dire, mais surtout ce que ça met en scène, c'est une espèce de fantasme. En fait, on va chercher dans ces films-là un fantasme de destruction, c'est-à-dire on veut voir son environnement mis à mal. Voilà, le film catastrophe depuis les années 70 n'a pas des perdus, quoi. Régulièrement, on a des vagues qui reviennent. On aime voir ça au cinéma. De la même façon qu'on aime voir des films apocalyptiques, voilà, c'est imaginer notre confort quotidien partir à volo. Et donc c'est là-dedans, dans le travail du subconscient, on va dire, qui revient à la surface, que Hollywood trouve de quoi la matière en fait à travailler. C'est pas toujours motivé par une idéologie. Voilà, on est d'abord là pour travailler des pulsions d'une certaine façon. Et Die Hard, en fait, travaille ça, mais chose intéressante, il le travaille, dans le cas de Die Hard 3, avec un énorme respect de la culture new-yorkaise. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important dans le 11 septembre, c'est que ça n'a pas seulement été une attaque sur les États-Unis, c'est une attaque sur une ville qui a son identité et sa culture et qui a ressenti ça comme une grande blessure. Et pas mal de cinéastes, d'ailleurs, par la suite, après le 11 septembre, vont travailler cette question de la blessure, on va dire, narcissique. L'humiliation, oui, le mot est employé à l'époque. Il y a la question le mot est vraiment il y a la employé. question de l'humiliation et puis il y a aussi la question de quelque chose qui a été tué mais qui n'est pas forcément le New York conquérant et impérialiste, mais aussi celui des prolétaires, celui des travailleurs, voilà, les pompiers, les flics, tous ces gens qui ont péri dans ces attentats.
Voilà, c'est pas eux qui vont décider de partir à la conquête de l'Afghanistan, quoi. Donc, il y a aussi cette population qui a été très affectée là-dedans. Et le cinéma va clairement travailler ça. Le film d'Oliver Stone, World Trade Center, qui démarre par 5 minutes où on voit au petit matin les gens qui vont travailler, qui prennent qui le ferry, qui le métro, etc. C'est très paisible. Nous, spectateurs, on sait ce qui les attend, mais pour eux, c'est une journée comme les autres. Voilà, ce qui met en scène, c'est vraiment ça. C'est cet état d'esprit ouvrier qui va être touché de plein fouet par, entre guillemets, le monde extérieur. C'est-à-dire un truc, ils connaissent ça de la télévision, le terrorisme, mais à aucun moment ils n'imaginent que ça va venir dans leur quotidien, quoi. Mais, et je vais vous passer à votre article, mais dans ces films... dans ces films qu'on vient de voir et dans d'autres films aussi, je sais pas, je pense à Armageddon par exemple, il y a souvent la centralité des tours, des gratte-ciels. Et c'est toujours aussi le symbole de la catastrophe. Qu'à chaque fois qu'il y a une catastrophe, enfin à chaque fois évidemment, mais Oui, la tour quand il y a la infernale. catastrophe, oui, la tour infernale par exemple, c'est dans une tour. Est-ce que c'est parce que c'est justement le symbole de la toute-puissance? Oui, bien sûr. Ben oui, très clairement. Non, mais c'est important de dire que ces tropes plus ou moins psychanalytiques sur lesquels le cinéma fonctionne, ils sont aussi à l'œuvre dans l'événement lui-même, dans le 11 septembre. Parce que moi, il y a un aspect qui m'a tout de suite frappé et où je me suis dit, on va devoir composer avec ça. C'est que la façon avec laquelle j'ai vécu les événements, tout le monde les a vécus, respecter la chronologie d'un film. Puisque personne n'était là, les caméras n'étaient pas là pour le premier avion. Et en fait, le temps que les journalistes arrivent, ils sont arrivés juste à temps pour filmer le deuxième avion qui vient percuter. Mais au départ, on est face à qu'est-ce qui se passe. Il y avait un épais nuage de fumée, donc c'est le prologue de l'histoire. On ne sait pas ce qui se passe. Et tout d'un coup, il y a cet avion qui arrive, qui explose, et là on se dit, ok, c'est pas un incendie, c'était pas, voilà, il y a quelque chose d'autre. Quelques minutes, je crois que c'est une demi-heure après qu'on apprend qu'un avion s'est écrasé un peu plus loin, le United 93, et donc tout le monde est là totalement agrippé, et 1h42 plus tard, les tours s'écroulent. Et ça devient la conclusion de ce film dans une dépression totale. Enfin, je veux dire, l'écroulement des tours, il correspond émotionnellement vraiment à un affaissement des spectateurs qui, depuis 1h42, étaient à vif, quoi, si vous voulez. Donc, je dirais que le but d'un acte terroriste, c'est d'impacter les consciences. Là, ils l'ont vraiment fait à l'hollywoodienne. Enfin, c'est-à-dire tout était vraiment mis en œuvre, y compris de laisser le temps aux caméras de venir pour avoir le deuxième impact, quoi. Donc, ce caractère narratif de l'événement, il a complètement contaminé l'expérience qu'on pouvait en avoir. Sans parler, bien sûr, du caractère cinégénique, spectaculaire, par essence, de ces énormes tours percutés. Donc, en fait, les terroristes aussi se sont inscrits dans cet mouvement, imaginaire, oui, dans ce mouvement-là. Consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas quelles étaient leurs intentions, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que le déroulé des événements était vraiment, pour un cinéphile comme moi, parlant en termes de manipulation psychologique. Enfin, il y avait quelque chose qui était vraiment en jeu, autre que l'événement lui-même. C'est-à-dire il y avait vraiment une progression émotionnelle qui menait à un abandon, en fait, à vraiment quelque chose s'effondre très profondément. Et d'ailleurs, on le sent dans certaines des vidéos qu'ont filmées les gens sur place. Quand on écoute les réactions, plutôt que de se concentrer sur l'image, et qu'on écoute les réactions, notamment à l'écroulement des tours, on a vraiment cette chute, en fait, intérieure. On sent que la personne est en train de se décomposer en même temps que les tours se décomposent. Il y a évidemment la question ensuite de la guerre contre la terreur qui est déclenchée et cette fabrique de l'opinion qui va être très importante. Je voulais savoir si vous citiez dans votre article que vous avez publié hier sur Orient 21, Afghanistan du nord au sud, une vision divergente de la guerre contre la terreur. Vous rappelez une phrase assez hallucinante d'Étienne Linard, qui est correspondant de France 2 donc, à Washington, et qui lui aussi très dépendant des informations aussi, et de ce que donnent à voir les militaires états-uniens. Alors, à ce moment-là, ce n'est pas encore les militaires, hein, c'est juste après les attentats du 11 septembre. C'est le 14, oui, voilà. C'est on 3 n'en est jours pas, après. Ouais. La décision même de la guerre en Afghanistan n'est pas encore prise, en fait. Donc, c'est vraiment dans la foulée des attentats. Et il dit donc, je le cite, il dit « J'espère que l'état d'esprit des Américains a été compris en France.
Depuis que cet épouvantable drame a eu lieu, l'Amérique est en guerre. Peut-on dès lors exprimer ses réserves quant à la réponse qu'appelle l'épouvante? L'opinion publique attend de ses dirigeants que la riposte soit à la hauteur de l'humiliation. Est-ce que vous diriez que les médias ont participé à fabriquer le consentement, à fabriquer l'opinion, justement, pour justifier, légitimer la guerre qui s'est ensuite déclenchée La phrase, Oui. pour préciser, la phrase au milieu, elle est de moi, elle n'est pas dans la citation. Donc, quand, Laquelle? de peut-on dès lors, enfin quand je vois d'épouvante, là c'est pas Étienne Lénart, hein, c'est moi qui commente les propos de. Si, c'est bien lui qui dit peut-on dès lors exprimer ses réserves quant à la réponse qu'appelle l'épouvante? Non. Ah non, pardon, ça, pardon, oui. pardon, oui, c'est pardon, oui. Juste ça, ça, oui. c'est mon Oui, commentaire c'est ça. de ce qu'il disait. C'est ça. En fait, voilà, il y a deux, comment dire, il y a deux aspects déjà dans la phrase que vous citez du correspondant Étienne Lénart. de France 2. D'abord, ce qui m'a frappé, c'est l'usage de la première personne. J'espère que les Français ont. C'est vraiment, il y a une sorte de sommation enfin, il y a un devoir moral derrière de. J'espère que vous avez bien compris. Ce n'est pas. Les Américains espèrent que les Français ou que le reste du monde, c'est j'espère. Donc c'est le journaliste qui se pose en autorité morale pour. Enfin, c'est un devoir de se solidariser sans réserve avec les Américains, quelle que soit la riposte qu'ils vont demander de leurs dirigeants. Et donc, on est déjà dans le glissement de l'émotion vers voilà, une espèce de sacralisation de l'après. Cette émotion est tellement à vif, tellement légitime, que rien derrière ne peut être Ils en profitent, remis. Le problème avec des mots comme en profiter, c'est qu'il y a une connotation machiavélique derrière. Oui, Donc, non, mais je sais même pas. inconsciemment, hein, je veux dire, est-ce que... En tout cas, moi, ce que j'ai trouvé frappant, surtout, c'est l'absence de recul des journalistes. C'est-à-dire qu'on soit, comment dire, en tant que journaliste, impressionné, affecté, ému. Enfin, les images sont horribles. N'importe quel être humain de voir des gens qui se jettent du 80e étage pour ne pas brûler vif. Enfin, évidemment que c'est choquant. Le problème, une fois qu'on voit ça, le rôle d'un journaliste, c'est de prendre du recul, c'est de permettre d'analyser, c'est de porter un regard rationnel sur ça. On n'est plus, enfin, le rôle des journalistes, ce n'est pas, enfin, on peut être dans l'émotion jusqu'à un certain point, mais à un moment, il faut aussi revenir à son rôle initial, ce qui n'a pas été fait. C'est que l'émotion, il y a vraiment il n'y a pas de transition, c'est vraiment une continuité entre l'émotion qui est suscitée et puis après tout de suite on va pas et l'après et donc la guerre. Il n'y a pas le temps de et la donc réflexion. non, aucune. Et d'ailleurs la décision, c'est très intéressant d'ailleurs parce qu'aujourd'hui la guerre contre le terrorisme, c'était d'abord l'Afghanistan, ensuite c'était l'Irak en 2003, etc. Et c'est frappant à quel point aujourd'hui encore en France on est prompt à condamner ou en tout cas à critiquer la faillite de l'intervention américaine en Irak parce que la France avait dit non à l'époque en 2003. Mais par contre, la guerre en Afghanistan, elle est toujours sacro-sainte aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut commencer peut-être à remettre en question ce qui s'est passé pendant, mais l'intervention en elle-même en octobre 2001, à aucun moment à l'époque elle n'est remise en question. Et ça, c'est grave en fait. C'est là où les journalistes n'ont pas fait leur boulot en fait. Sur cette légitimation de la guerre contre le terrorisme, est-ce que le cinéma a pu jouer un rôle ou Alors, c'est assez compliqué, le cinéma hollywoodien, même si dans les années 40 a été très clairement va-t-en-guerre, sur toute la période 90-2000, avec les deux invasions hein, de l'Irak, il est beaucoup plus prudent, ou en tout cas biaisé, on va dire. C'est jamais explicite. Alors, il y a des petites choses. Bon, il y a un film un personnage qui est très emblématique de la ville de New York, qui est Spider-Man. Et il se trouve que, bon, dans le teaser du film qui devait sortir en 2002, le teaser était prévu pour 2001, il se trouve qu'il y avait toute une scène autour du World Trade Center, qui du coup a fait que ce teaser n'a pas pu être correctement utilisé. En fait, on voyait des bandits dans un hélicoptère qui était arrêté par la toile et ils mettaient l'hélicoptère entre les deux tours. En fait, en tissant sa toile, l'hélicoptère était pris au milieu. Donc ce teaser a dégagé. Ils ont effacé numériquement
le World Trade Center de la plupart des plans du film. Là, ce qu'on voit d'ailleurs, pour montrer à quel point Spider-Man est vraiment l'incarnation de New York pour les Américains, il y a eu un épisode spécial où en fait il ne pouvait pas sauver les gens de l'écroulement des tours. Donc vraiment, le personnage de Spider-Man et New York ne font qu'un, quoi. Par contre, avant que le film ne sorte, ils ont rajouté très rapidement des petites répliques, dont une où quand le gobelin attaque la foule, il y en a un qui dit « si tu t'attaques à l'un d'entre nous, tu t'attaques à nous tous ». Et cette phrase-là, effectivement, elle fait écho à cette idée. On n'a pas attaqué ni le gouvernement américain, ni la finance américaine, on a attaqué tous les Américains. Donc on pourrait y voir quelque chose de l'ordre du va-t-en-guerre. Maintenant, je peux confirmer que le cinéaste, le réalisateur Sam Raimi n'est certainement pas un va-t-en-guerre. Lui, c'est le sentiment d'appartenance, en fait, de tous les Américains et la façon avec laquelle ils ont tous été affectés qui met en scène. Donc oui, il y a une colère qui est comment dire, qui est générée. Mais ça se fait jamais explicitement, comment dire... Comme on travaille plus sur des émotions que sur des idées, voilà, ça passe sur les côtés. Il y a une pulsion qui est à l'œuvre, là en l'occurrence une pulsion de colère, que le cinéma hollywoodien va utiliser de différentes façons. Mais on a un discours qui pourrait être considéré comme va-t-en-guerre, par exemple la série 24 heures chrono, qui va mettre en scène un agent qui est là pour empêcher justement des actes terroristes. Elle va être accusée, je pense par certains côtés à juste titre, de légitimer l'usage de la torture. Parce qu'on va voir très régulièrement des scènes où, parce qu'ils sont dans l'urgence d'arrêter le truc, en gros, on fait ce qu'on veut avec le type qu'on a arrêté, quoi. Et avant que finalement n'éclate l'affaire d'Abu Ghraib et qu'on se rende compte qu'effectivement, on est allé plutôt loin dans cette question. Mais inversement, on a un réalisateur emblématique comme Steven Spielberg, qui, lorsqu'il fait La Guerre des mondes, qui est un film vraiment post-11 septembre, montre donc cette attaque alien d'une nation qui ne sait pas où donner de la tête, et en même temps, il glisse régulièrement dans le film qu'une certaine idée de l'Amérique est en train de mourir. Que ce qui a été atteint le 11 septembre, c'est aussi un idéal. Et que les États-Unis sont en train de se transformer, en fait. Il y a une scène que je trouve emblématique dans le film qui se passe à Boston, où on a la statue du soldat de l'indépendance, et le héros prend une espèce de plante qui recouvrait la statue et ça part en fumée. Et il y a un soldat qui lui dit « c'est en train de mourir ». Et on ne sait pas si c'est en train de parler de la plante ou si c'est en train de parler du soldat d'indépendance, quoi. Donc il est en train d'annoncer qu'effectivement, à travers le Patriot Act, etc., il y a quelque chose qui va se mettre en place et qui fait que la République américaine va devenir un nouvel empire romain, quoi, quelque chose, une machine à conquérir. Et quasiment la même année, Spielberg sort le film Munich, qui met en scène, donc, qui commence par un attentat, et qui ne fait que raconter la naissance de la notion spectaculaire de la géopolitique avec cet attentat de Munich. La question des images est très très importante pour Spielberg, elle est très importante dans le film. Il parle plus des images que de l'acte terroriste lui-même, et de la façon avec laquelle on se raconte les choses, parce que tous les personnages du film finalement obéissent à un idéal qui est un idéal fait d'image, et le film se termine par deux personnages irréconciliables, hein, qui est le héros et le chef des services secrets, qui se quittent sur un parvis, et en arrière-plan on a le World Trade Center, comme une annonce que voilà cette guerre médiatique, parce que le terrorisme c'est avant tout quelque chose qui passe par les médias, voilà, que ça a été l'acte 1 en fait. Munich a été l'acte 1 de quelque chose qu'on porte toujours. Donc là aussi, Spielberg, on peut en faire un emblème d'Hollywood. Et en même temps, ce à quoi il invite, c'est au contraire à se questionner sur ce qu'on est en train de regarder, plutôt que de réagir comme des fous furieux, quoi. Tout à l'heure, vous parliez des films où on a une prophétie avant. Il y a aussi des films qui, postérieurement, ont été retouchés. Alors, dans l'immédiate, après 11 septembre, ça a été évidemment, là, on imagine, la pagaille à Hollywood. Pour certains, il y a eu des millions de dollars qui ont été dépensés, parce qu'il y avait notamment le film Men in Black 2, dont la scène finale se passait sur le World Trade Center. Donc, elle a été entièrement retournée autour de la Statue de la Liberté. Donc ça, je ne sais pas combien ça leur a coûté, mais voilà. On n'a jamais vu la moindre image, d'ailleurs, de cette séquence-là. On a le dessin animé Lilo
Lilo et Stitch aussi, qui se terminait par un avion détourné qui passait dans une ville, un ras du sol. Oui. Voilà. Et Change finalement, l'avion. on a viré la ville, en on fait. a- Ça se passe en pleine jungle. Pareil, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Spider-Man aussi. Donc Spider-Man, ils ont effacé numériquement. Alors effacement numérique, il y en a eu partout. Alors parfois des effacements juste par le montage. Je parlais d'Armageddon tout à l'heure. Les rediffusions d'Armageddon à la télévision américaine, en gros, ils ont coupé le plan où on avait le World Trade Center atteint par un astéroïde. Donc c'était juste l'affaire d'un plan qui dégageait. Mais aussi, ça pouvait ressembler à de la censure. Il fallait surtout pas titiller la fibre des gens qui étaient encore sous le coup du traumatisme. Mais d'autres l'ont utilisé d'une certaine façon narrativement. Par exemple, dans Les Sopranos, le générique, c'est le héros qui part de New York pour aller au New Jersey. Et on voyait évidemment le World Trade Center. Et à partir du 11 septembre 2001, on ne le voyait plus. Sous-entendu, c'est normal. Maintenant, il n'est plus là. Donc, il y avait une justification cohérente, en fait, à cette disparition. Donc, voilà, il y a eu des effacements dans tous les coins, des anciennes séries, des épisodes de Friends ou de Simpsons, etc., qui ne pouvaient plus passer parce que qui mettait en scène les deux tours. Mais ça, on savait. De traumatisme, c'est pour ça qu'on ne veut plus montrer. Oui, il fallait. Une forme d'autocensure aussi ou pas? C'est clairement de l'autocensure, mais aussi une façon de. Surtout à la télévision, on est là pour préparer les gens à la page de pub, donc il s'agit quand même de les avoir dans les meilleures conditions possibles. Et la simple vue des World Trade Center active des mécanismes qui apparemment n'étaient pas à ce moment-là désirés, et donc on a coupé. Mais ensuite, il y a eu l'inverse, il y a eu du rajout du World Trade Center dans d'autres productions, notamment des films qui se passent soit dans le passé, donc je pense à X-Men, Apocalypse, ce genre de trucs, mais aussi des films qui se passent dans des réalités alternatives. Il y a une série qui s'appelle Fringe, par exemple, et il y a un épisode qui se passe dans une réalité alternative où le World Trade Center est toujours là. Donc ça arrive plus tard. On voit aussi par rapport au terrorisme qu'on a d'un côté, quand il y a des actes terroristes dans les pays européens et plus généralement en Occident, une ultra-sensibilité notamment de la part des médias, alors que lorsque on a des formes de terrorisme aussi, des frappes par drone, au Mali, je pense aussi au Pakistan, etc., il y a... Le terrorisme, à ce moment-là, les victimes, en tout cas, n'ont pratiquement jamais de visage, elles n'ont jamais d'identité, elles sont considérées comme des victimes collatérales. Est-ce que il y a une forme de déshumanisation une forme de déshumanisation justement en fait dans les médias lorsqu'il s'agit de traiter des victimes du terrorisme en Occident et dans les pays du Sud, ça, justement des médias aussi Alors, juste avant de répondre à votre question, je voulais juste rebondir sur deux points que vous évoquiez. Le premier par rapport à l'avant-après 11 septembre, c'est intéressant parce que c'est visiblement, vraisemblablement très visible au cinéma. Et ce qui est intéressant, si on prend le discours politico-médiatique, c'est qu'il y a certains éléments qui étaient déjà présents dans les discours politiques qui vont passer dans le discours médiatique et qui vont devenir... presque monnaie courante, comme des expressions du style choc des civilisations. Donc c'est une expression. L'axe du mal. L'axe du mal, le choc des civilisations, enfin voilà, les deux mondes qui. Et c'est intéressant parce que ce sont des théories qui datent pour certains des années 60, Bernard Lewis, ensuite Samuel Huntington. Et ce qui est intéressant, c'est que ça passe dans le champ médiatique sans du tout être questionné. Et là aussi, il y a tout le travail interrogé des journalistes. Le terme croisade aussi, qui est utilisé à l'époque par George Bush, qui n'est jamais remis en question. Et tout ça, comme si ça coulait de source. C'est très frappant de ne pas remettre en question l'usage de tout ce vocabulaire. Ensuite, vous parliez du film Munich, donc c'est autour des attentats palestiniens au JO de Munich 72. 72. Et... ce qui est intéressant aussi par rapport à la question donc, du terrorisme, c'est que quand on revient justement vers le 11 septembre 2001 et notamment dans le discours médiatique, il y a donc on est dans le narratif du monde occidental contre le monde musulman, et dans le monde occidental il y a Israël, parce que à l'époque il y a eu des manifestations de joie des Palestiniens
qu'on peut politiquement expliquer au lendemain des attentats du 11 septembre. Il y a eu une espèce de loupe, donc on en parlait, on continue, des Palestiniens, alors que les Israéliens étaient solidaires avec les Américains, etc. Dans la même période, il y a Benjamin Netanyahou qui sort son livre où il théorise vraiment tout le concept de lutte contre le terrorisme, etc. Et du coup, c'est cousu de fibres, enfin ça coule de source en fait, cette idée de, voilà, en fait, il y a un monde occidental auquel Israël appartient, il y a le monde musulman, et donc ce que font les Palestiniens, ce n'est plus de la résistance, ce n'est plus une lutte contre l'occupation, la colonisation, c'est du terrorisme. Et donc tout ça va aussi contribuer non seulement à délégitimer la lutte du peuple palestinien, mais également à rapprocher encore plus d'une certaine manière les liens. On sait qu'il y a des liens sécuritaires très forts entre Israël et nombre de pays européens, par exemple, au nom de la lutte contre le terrorisme. On sait que, par exemple, à Nice, après les attentats du 14 juillet, Éric Ciotti avait demandé, avait parlé du modèle israélien de sécurité, etc. Donc il y a vraiment cette continuité-là. Sur humanisation, déshumanisation, évidemment, il y a en fait des noms, des visages d'un côté, puis il y a des masses de l'autre. Il y a des chiffres d'un côté, et puis de l'autre, il y a... Et d'ailleurs, c'est très mis en avant, par exemple, dans les hommages, de montrer les photos, d'énumérer les noms des victimes. Donc il y a évidemment en fait cette construction de récits médiatiques, ce qui est aussi, alors... Je pense, ce qui conduit aussi à cela, c'est un sentiment de proximité culturelle, en fait. C'est que voilà, c'est la culture américaine, on se sent proche de ces gens-là, ou européennes ou occidentales. De l'autre côté, au final, ça reste l'autre. En fait, c'est ça qui est marquant dans le discours médiatique, en tout cas, c'est qu'on voit qu'au final, à souffrance égale, on a deux attentats de chaque côté. C'est comme, voilà, on parle des attentats, par exemple, si on prend les attaques de Daesh, il y en a eu en Occident, il y en a eu en France, il y en a eu, mais des dizaines en Irak. Il y a des attentats où vous aviez 200 personnes, 200 morts d'un coup à Bagdad. Ça n'a jamais mérité le traitement médiatique auquel on doit d'autres attentats dans le monde occidental. Il ne s'agit pas de hiérarchiser, de dire que certaines attaques sont plus légitimes que d'autres ou certaines victimes sont plus à pleurer que d'autres, mais c'est quand même frappant de voir que certains ont un visage humain et il y a cet autre avec un A majuscule avec lequel il y a une espèce de limite à l'empathie, en fait. Oui. Et donc, c'est comme si l'identification ne pouvait jamais complètement se faire avec cet autre. Et en même temps, on a eu le visage du terrorisme qui s'est incarné sous les traits d'Oussama Ben Laden et qui, par certains côtés, a été aussi, entre guillemets, questionné. Pas par Hollywood, parce que ce n'est pas une entité fixe, mais par les médias américains. Je pense à un épisode de South Park dans lequel Cartman, qui habituellement est le salaud de la série, et qui là tout d'un coup devient un héros, parce qu'il part donc en Afghanistan chercher Oussama Ben Laden, et ça devient une espèce d'épisode de Tom et Jerry, quoi, de Bip Bip et le coyote, où littéralement Ben Laden joue le grand méchant loup, quoi. Et ça n'est pas caché. Cette idée, dans le dessin animé, c'est assez explicité, cette idée qu'on nous a créé un grand méchant loup à travers ce visage-là. Il y a, j'ai plus son nom, le gars qui avait fait le documentaire Super Size Me, qui avait été oscarisé ou nominé aux Oscars, et qui ensuite va faire ce documentaire Where in the Hell is Oussama Ben Laden, où il part lui-même à la recherche d'Oussama Ben Laden là-bas, et qui en fait est un documentaire qui questionne au fond les services secrets, hein, parce qu'il s'aperçoit en arrivant sur place que finalement personne n'a l'air vraiment très pressé de mettre la main sur ce bonhomme, quoi, parce qu'il sert trop d'intérêt en fait par sa présence et par sa menace. Donc il y a quand même des factions, on va dire, des médias américains qui viennent un peu gratter sur les côtés, quoi, ce discours dominant. Moi, il y a un truc qui m'a intéressé, c'est que dans la continuité du 11 septembre, on a bien sûr dans les médias, notamment américains, appuyé à fond sur la paranoïa. On a peut-être aujourd'hui un peu oublié l'histoire des enveloppes d'anthrax qui étaient censées se balader dans le pays, etc. Et
on a complètement occulté le fait un mois après les attentats, L'accident. on est un avion, un Airbus qui se crache en plein New York, dans le quartier du Queens, qui fait 250 morts. Et qui ne va absolument pas vraiment occuper les ondes médiatiques. Alors, sous le prétexte il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu. Les gens sont, voilà, ça n'est pas un acte terroriste, donc il ne faut surtout pas faire peur aux gens. Et là, tu fais, c'est quand même un avion qui vient de s'écraser à New York avec 250 morts. C'est pas non plus quelque chose qui ne mérite pas la une. Mais il y a eu, voilà, on avait d'un côté, il faut appuyer à fond sur la peur, et de l'autre, non, pas celle-ci, qui était intriguant et déstabilisant, je trouve. Vous parlez justement aussi, c'est quelque chose qui est énormément revenu, notamment après les attentats qui ont secoué la France, c'est la manière dont on a sommé les musulmans de se désolidariser. Et là, ça arrive extrêmement vite après les attentats du 11 septembre, en France, mais dans le monde entier. Est-ce que vous diriez que cette manière où on a sommé justement les musulmans de se désolidariser a participé à amalgamer, encore une fois, les musulmans terroristes, en tout cas les accuser de soutenir de manière un peu pernicieuse le terrorisme, et durablement participer à alimenter l'islamophobie en France? Il est évident que encore une fois, en fait, on s'inscrit dans ce narratif de choc des civilisations. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez établi que d'un côté, il y a ce qu'on appelle la civilisation judéo-chrétienne, et on peut disserter de longues heures sur la pertinence de cette appellation, alors que vous avez en face, voilà, le monde arabo-musulman. Donc on a la chrétienté et l'islam qui sont censés voilà, se faire face et se faire la guerre. Et du coup, à partir de ce moment-là, il y a tout le narratif qu'on retrouve encore aujourd'hui, les chrétiens d'Orient, la solidarité avec les chrétiens d'Orient, dans un pays qui est par ailleurs obsédé par la laïcité. Hein. Donc, sur ce genre de dossier, la laïcité, elle passe quand même au second plan, et on peut avoir des mairies qui affichent solidarité avec les chrétiens d'Orient. Déjà dans l'appellation même, enfin, c'est problématique en fait. Les chrétiens d'Orient, ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas une communauté, ce n'est pas homogène. Entre les Maronites du Liban, les Coptes égyptiens, enfin, il ne s'agit pas du tout d'un groupe homogène, mais passons. Et donc d'un côté, il va y avoir voilà cet intérêt toujours accru pour les chrétiens de la région, pour signifier quelque part que certes, ils se trouvent géographiquement là, mais bon, culturellement, civilisation, ils ne sont pas vraiment de cette région du monde, comme Israël en quelque sorte. Et puis de l'autre côté, vous avez les musulmans d'Occident. Et les musulmans d'Occident, on ne va pas le dire en ces termes, mais bon, c'est un peu l'ennemi intérieur. Donc, pour être sûr que cet ennemi, que justement, en fait, ces gens qu'on soupçonne d'être l'ennemi intérieur montrent patte blanche, eh ben, on va aller les interviewer, on va aller à Marseille, on va aller dans les banlieues, on va réaliser des reportages, où on va demander aux gens, qu'est-ce que vous en pensez ? Sans jamais se demander, mais pourquoi on leur demande à eux en particulier? On s'étonne qu'à Grigny, dans l'Essonne, la cité réputée sensible soit restée calme après les attentats et après le début de la guerre en Afghanistan. Parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait des manifestations monstres comme à Islamabad. Visiblement, c'est la seule explication en fait. Et c'est très, donc évidemment oui. Donc, inconsciemment, ça plante cette idée il y a un continuum islamo-quelque chose entre Al-Qaïda, l'Afghanistan, les attentats du 11 septembre et voilà, les musulmans qui sont en France, qui soient nés ici ou qui soient primo-arrivants. Et donc tout cela est mis dans un grand melting pot et voilà, c'est à vous de démêler ensuite. A priori, vous faites partie de cette mêlée-là, à vous de vous en sortir, à vous de dire je n'en fais pas partie. Ces gens-là, le fameux Not in my name, en fait, que malheureusement certains musulmans adoptent alors qu'il ne faudrait pas du tout, parce que c'est une manière de justifier en fait le racisme. Et c'est une manière D'ailleurs, le mot se désolidariser est employé dans le discours médiatique, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'a priori, ils font partie du même groupe, parce qu'il y a un groupe. On ne sait pas quelle est
la définition de la nature exacte de ce groupe, mais il y en a un. Et c'est à eux de dire, voilà, non, non, en fait, on s'en lave les mains. Il y a effectivement oui, une confusion, mais qui date d'avant le 11 septembre, par rapport à une confusion à ne pas pouvoir distinguer la religion, l'ethnie et le courant idéologique. Moi, effectivement, quand j'étais plus jeune, on me demandait est-ce que j'étais gêné par la façon avec laquelle les terroristes étaient décrits dans True Lies. Et la réponse c'était ben, je m'en fous, je suis pas terroriste. Mais cette réponse-là, elle déstabilisait parce qu'elle n'était pas attendue par des gens qui sont bien intentionnés. Hein. Parce que tout d'un coup, ils réalisaient qu'effectivement, ils m'assimilaient à des gens avec qui, a priori, je partage rien au niveau des valeurs. Quoi. Mais par contre, parce qu'ils n'osaient pas reconnaître qu'en fait, c'était l'ethnie qui était en question. Mais ça existait avant le 11 septembre. Ceci dit, donc les Américains, les médias américains, ont a priori ne montré pas de blanche et fait des efforts justement visant à ne pas diaboliser. Mais ça s'est fait de façon, comme souvent, généralement c'est fait de façon assez hypocrite, ces choses-là. Par contre, il y a un truc que je trouve intéressant pour revenir sur la question de la prophétie. C'est qu'il y a un film de 1998, un film de science-fiction, qui vraiment a mis en scène le shift, on va dire, que les Américains vont vivre à partir du 11 septembre 2001. Ce film s'appelle Starship Troopers, il est réalisé par un Hollandais qui s'appelle Paul Verhoeven, et en fait il met en scène une guerre entre les humains et des aliens qui les humains veulent conquérir une planète, voilà, s'installer sur une planète qui n'est pas la leur. Les aliens là-bas massacrent les colons. Et ces aliens ne sont pas contents et ils envoient un astéroïde sur la Terre qui fait donc d'énormes dégâts. Donc on a des images de tours qui s'écroulent, enfin, d'une ville détruite. Et à ce moment-là, l'humanité voilà, part en couille, c'est-à-dire que tout d'un coup, c'est bon, il faut aller tous les buter jusqu'au dernier. Et on voit dans le film comment la société se réorganise autour de la machine de guerre et vire complètement fasciste, en fait. Il n'y a presque pas de récit dans le film, hein. C'est vraiment une mise en scène d'un écroulement d'humanité au profit d'une pure machine à sacrifier à la fois des vies humaines et aliens. Et chose intéressante, ils vont se retrouver devant un ennemi plus insaisissable qu'ils ne s'y attendaient, ça va être un véritable massacre, et en plus un ennemi dont les cerveaux se cachent dans des grottes, dans le désert, enfin voilà, bon, bref, et tout ça, on est en 1998. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le film, les médias sont très mis en avant, on les montre comme la machine qui va aider en fait à cette transformation des consciences vers un esprit. Voilà, on voit des jeunes totalement adopter ce discours sans se poser la moindre question sur pourquoi ils partent à l'autre bout du monde tuer des créatures. Ouais, sur le glissement ethnie-religion, effectivement, si on revient au discours français, c'est aussi la confusion entre arabes et musulmans. D'où aussi l'idée de sortir les chrétiens, les dits chrétiens d'Orient du lot, c'est-à-dire que de signifier quelque part que ces chrétiens ne sont pas arabes, ils sont chrétiens d'Orient, donc on peut parachuter là, mais on va jamais dire que c'est les arabes chrétiens. Et arabes musulmans, ça devient... Alors pas synonyme, mais on va dire que voilà, le mot musulman va de plus en plus remplacer arabe, et ça va être notamment intéressant par rapport à la réaction d'une partie de la gauche, une même partie de la gauche qui, tout en se définissant antiraciste, donc voilà, contre le racisme anti-arabe, etc., va tenir un discours islamophobe. Et c'est là où elle arrive justement à sa limite, c'est-à-dire des gens qui, tout en se définissant voilà, comme étant antiracistes, vont amalgamer islam, musulman, terrorisme, etc., au nom toujours de cette sacro-sainte lutte contre le terrorisme. T'as des trucs à dire? Non, enfin, on pourrait durer des heures, il y en a des tas de choses à dire. Mais effectivement, sur le traitement médiatique, il est au fond plus subtil qu'on ne voudrait voir. Je ne dis pas qu'il n'est pas par moments empoisonné. Comment le cinématographique est plus subtil. Le traitement cinématographique, pardon. Oui. Au niveau des médias, au niveau des médiatiques, j'aurais aucune pitié. Voilà. Couper toutes les têtes. Mais au niveau du cinéma, c'est toujours plus compliqué. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'une énorme hypocrisie, qu'il n'y a pas aussi parfois des choses assez dégueulasses qui sont glissées ça et là. Mais c'est important de comprendre qu'Hollywood
a toujours travaillé de façon bizarre avec le pouvoir et avec Washington. Ils peuvent servir les intérêts de Bush et en même temps faire un film sur Dick Cheney qui est assassin, quoi. Donc, dans le même mouvement. Mais une chose est certaine, c'est qu'effectivement, la construction extrêmement cinégénique du 11 septembre a créé une forme de rupture, en fait, où tout d'un coup, on s'apercevait que tout ce qui nous faisait fantasmer, parce que tout ça, tous ces films d'action, etc., c'était de l'ordre de la fantaisie, c'était de l'ordre du fantasme, ça n'existe pas. Et lorsque la réalité se met à copier aussi bien les films qu'on connaît, on est rentré dans une confusion, en fait, j'ai pas le mot, mais de notre rapport au réel, qui est pour moi déterminant sur le 21e siècle, quoi. Voilà. Je conseille aux gens que ça intéresse de jouer à un jeu vidéo qui s'appelle Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, qui parle de terrorisme, qui parle de ce genre de choses-là, et qui mettait aussi en scène la question de notre rapport à l'information et aux images, et cette confusion qui se crée là. Après le cinéma, les jeux vidéo. Merci beaucoup. Merci d'avoir conclu cette journée marathon. Merci pour votre contribution. Eh bien, c'est terminé. On a duré plus de 5 heures pour cette journée spéciale, pour cette émission spéciale. J'ai plus qu'à remercier ceux qui ont contribué à cette émission, Raphaël, Omar, Christophe, j'en oublie, je suis désolé, les noms. Mais merci à tous, merci pour votre travail, merci d'avoir contribué à la réalisation de cette émission. Et puis, eh bien, vous retrouverez donc l'émission sur Hors Série, sur Parole d'Honneur. Et à très vite.